Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pas, parce que je suis malade. Ça va peut-être s'entendre pendant le live, mais je suis malade. Vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Petit, juste un rhume, tout va bien. Mais du coup, ça va peut-être se ressentir un peu. Wow, 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 direct. Merci beaucoup Alessandro Giusti pour le follow. Alors on va pas parler d'Africa tout de suite, mais c'est vrai que Giusti a été le meilleur français. Ça peut peut-être se jouer avec Enzo Peugeot qui a été très surprenant, mais Alessandro Giusti qui a, en plus de follow la chaîne, qui a lancé vraiment sa saison. Euh, Après ouais, je sais pas si c'est le vrai ou pas, hein, mais bon, je pense pas que les pilotes soient assez connus pour qu'il y ait déjà des fakes d'eux. Ah, eh ben, très bien, on a notre duo de pilotes ART déjà présent dans le chat. Bah merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à Joki pour le follow, normalement qui n'est pas sur la grille de Freka. Alors évidemment, on est ici réunis pour débriefer ce week-end bien chargé, ce week-end 3 étoiles en formule de promotion, comme je l'avais appelé sur Twitter. F2, F3, Freka. On est obligé de commencer par la Formule 2. C'est vrai que là, avec Evan et Alessandro qui sont tous les deux présents dans le chat, j'ai limite envie de commencer par la Freka, mais je pense que c'est plus normal de commencer par la F2. Les gens petit à petit vont peut-être un peu, je ne sais pas, écoutez, je suis du même niveau de pilotage que Durksen. Alors, c'est marrant puisque ça veut pas dire la même chose. Oui, commence par nous. Bon, devant la pression populaire, hop là, devant la pression populaire, je vais commencer par l'Africa. Alors, Joki, euh, l'air de rien, Durksen, il avait fait podium, hein. Il avait fait podium à Imola et tout le monde le prenait comme. Attendez, je vous spoil déjà tout le. Hop là, je vous spoil déjà tout le live, c'est magnifique. On va commencer exceptionnellement par la Freca devant la pression populaire. Joshua Turksen, voilà, il avait quand même fait un week-end exceptionnel à Imola. Bon, c'est vrai que maintenant on lui en veut tous un peu maintenant. Les pilotes qui prennent le pouvoir du live, c'est eux. Sans les pilotes, je ne suis rien, hein. Sans les pilotes, je ne suis rien. Je parle de personne, donc voilà, je suis à leur service. Bon, voilà, donc on a eu ce deuxième week-end de Freka à Spa-Francorchamps, 2 semaines après Hockenheim, et vous allez voir quand même qu'il y a un pilote qui se distingue du lot. C'est vraiment Raphaël Camara, ahurissant, 93 points, et ce qui est encore plus ahurissant, ça veut dire 93 points sur les 100 possibles, ça veut dire qu'il a 60 points d'avance sur son plus proche poursuivant qui est Evan Gilter. On a voilà, beaucoup de pilotes qui se sont distingués à Hockenheim, à Spa, sur l'une des deux courses ou sur les deux courses, ce qui fait qu'on a des pilotes, voilà, on a Gilter 33, Stomstead 30, Taponen 30, Wharton 30, Badouer 27, Dominguez 25, Giusti 22, Bilinski 20, Delini 19, c'est ultra serré, c'est impressionnant. Camara, il était vénère de pas aller en F3. Non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. On rappelle que, voilà, hein, je le répète souvent, je vais le répéter encore plus pendant la saison si la tendance se confirme. Mais voilà, c'est Ferrari qui avait vraiment insisté pour remettre Camara une deuxième année en F3, puisqu'il avait toujours pas eu de titre en monoplace, qu'il avait toujours été dans l'ombre d'Antonelli, entre guillemets, etc. Voilà, Camara, il s'est dit, ok, vous voulez me faire une deuxième saison? Ok, on va répondre. Mais attendez, 100% vous le regardez le live ensemble là, non? Vous êtes à côté. Mais voilà, alors certes, Camara a une avance de 60 points. Camara a une avance de 60 points, mais il reste quand même 8 meetings. Il reste donc beaucoup trop de points pour que je puisse le calculer. Voilà, il reste 400 points. Il reste 400 points. Donc en soi, voilà, beaucoup de choses peuvent changer. On l'a déjà vu, en Freca. Et oui, voilà. Alors vous allez peut-être dire que je suis biaisé, mais c'est vrai que voilà, il fonctionne très bien le duo RT. On a vraiment l'impression que les deux pilotes se tirent vers le haut. Il y avait eu le premier meeting absolument ahurissant d'Evan, voilà, avec cette première victoire d'entrée de jeu à Hockenheim.
Giusti avait été un petit peu en dedans par rapport à son coéquipier, il faut le dire. Et voilà, il a répondu à Spa-Francorchamps. Voilà, parmi les autres pilotes, voilà, Noah Stromstedt qui a été la révélation du week-end, qui passe 3e au championnat après avoir marqué aucun point à Hockenheim. Tuukka Taponen, ouais, c'est un peu une petite déception. C'est un peu une petite déception, vu ce qu'il avait montré au Moyen-Orient pendant l'hiver. C'est une petite déception. Après, voilà, ça reste quand même 4e au championnat. Ça reste un bon début de saison. On voit le rythme, surtout en qualif, qu'il est là. Il joue devant. Il joue devant. Mais voilà, je pense qu'il espérait bien plus après le championnat du Moyen-Orient. On a James Wharton, très irrégulier, mais 2 podiums quand même. Brando Badoer, Ivan Dominguez. On va en reparler de la défense d'Ivan Dominguez, mais voilà, si vous n'avez pas vu mon tweet sur la défense qu'a fait Ivan Dominguez le dimanche en course 2, vous pouvez aller voir. 8e donc Alessandro Giusti avec notamment une 4e place lors de la course du dimanche. Roman Bilinski, poleman surprise le samedi et avec un premier podium. Enzo Dellini régulier pour ses débuts en formule régionale avec 4 entrées dans les points. Zachary David avec un premier podium. Bedrin qui était absent car il roulait en F3 à Monaco. Théophile Naël, Matteo De Palo, Enzo Peugeot, le trio de Saint-Éloque qui ont des saisons. Il n'y a eu que 2 week-ends, on se calme. Mais voilà, qui ont eu 2 week-ends assez différents, mais au final, on les retrouve avec 12, 10 et 10 points respectivement. On a ensuite Clairot, Hugo Tchoukou qui est complètement passé à côté, un peu comme à Hockenheim, en limite pire. À la différence que quand même, il y avait eu une bonne qualification le dimanche, c'est juste qu'il a calé. Il a calé, mais il y avait une très bonne qualification. Compliqué, hein, compliqué. Ah ouais, Dominguez, ça le compare à Mazepin. Bah, j'avoue que là, après Dominguez, ça reste un jeune pilote, etc. Quoique je pense qu'il a déjà fait, si je dis pas de bêtises, il a déjà fait 2 saisons en Formule 4. C'est plus un rookie exactement. C'est plus exactement un rookie. Alors c'est un rookie certes en Formule régionale. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est surtout pourquoi il n'a pas eu de pénalité directement sur le coup. Genre pourquoi il y a eu une enquête de plusieurs heures. Bref, voilà. Après Hugo Tchoukou, on a Bora et Lacorte. On descend un peu dans le classement, on a Marta Garcia dont on reviendra, elle a fait un bon week-end, la championne en titre de F1 Academy. 24e Romain Andriolo, et ensuite en dehors de ce top 25, voilà, mon écran ne permet pas de capturer au-delà, on retrouve notamment des pilotes comme Dorian Pain qui n'a pas pu défendre ses chances le dimanche. Enzo Peugeot est là. Alors là, si on se fait, on ramène Deligny, on ramène Naël, on ramène tous les pilotes français, hein, tant que vous y êtes. Hein. Il se faisait battre par Veug à l'époque, il me semble. Ouais, il se faisait battre. Ils étaient coéquipiers chez Iron Lynx. Mais en plus, moi, je pense que je peux voir qui sont les gens dans le chat. Je crois que j'ai un moyen. Je dois avoir un moyen pour voir qui sont les gens qui sont connectés. Et je sais qu'il y en a qui me follow, il y en a qui ne me regardent pas, qui me boycottent, c'est bien triste, mais en tout cas merci beaucoup à Evan et Alessandro d'être présents sur le chat. Écoutez, alors ma première diapo de l'Africa était de base consacrée à Camara, mais en fait ça va aller très rapidement puisque on va pas, voilà, on en a déjà un peu parlé lors des lives qu'on a fait samedi et dimanche. Voilà, il a été sensationnel. Avec cette pole position qu'on a commentée en live dimanche, voilà, avec 7 dixièmes d'avance. Leader avec 60 points d'avance. C'est exceptionnel. Voilà, 60 points d'avance. La question c'est voilà, est-ce qu'il pourra continuer comme ça encore longtemps, je sais pas. Mais même voilà, dans la qualif du samedi qui était un peu remaniée, qui était un peu bizarre, hein, sous la pluie avec des conditions changeantes, etc. Il se qualifie que 6ème. Et voilà, il remonte, il fait les dépassements qu'il faut. Voilà, c'est un pilote qui est assez mûr, qui est assez mûr pour monter en F3. Alors c'est un pilote qui a déjà 19 ans, qui est redoublant, voilà, qui avait fait 5ème l'an passé, qui a toujours été très proche d'Antonelli en termes de performance. C'était peut-être plus compliqué en termes de régularité. C'était un peu plus compliqué en termes de régularité l'an passé, mais là, pour l'instant, voilà, c'est absolument sensationnel. Donc Ferrari va
probablement devoir le garder s'il continue des performances similaires. Ah, Homero qui se fait mêler dans le chat puisqu'il n'est pas pilote de Freca et il ose parler. Aïe aïe aïe, ça devient dur, hein, ça devient dur. Mais voilà, j'ai voulu parler d'un Grand Prix qui montre bien que, à la fois avec Giusti, à la fois avec Gilter, qui montre que le coup d'éclat qu'on a pu voir à Hockenheim avec la victoire d'Evan, c'était pas sans lendemain quoi. Ça montre vraiment qu'ART progresse dans la hiérarchie. Je dis pas encore que voilà, ça va jouer le titre, quoique si, ça peut peut-être jouer le titre, peut-être le titre rookie notamment. Evan Gilter est en tête du classement rookie, mais voilà, la différence avec l'an passé est complètement folle. ART ils étaient à la cave l'an dernier, comme dit Lio de Pince. Oh, Nitram Nitrin, ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Aïe aïe aïe. Mais voilà, il y a une vraie progression. Il y a une vraie progression. Après, c'est vrai que voilà, avec l'avance qu'a Camara au championnat après seulement 4 courses, ça, ça va être compliqué. Mais en attendant, voilà, c'est peut-être la deuxième, la troisième force. Alors actuellement, ils sont troisième au championnat équipe. Mais voilà, on sent qu'il y a deux pilotes qui mène l'équipe vers le haut. C'était Gilter qui avait le dessus à Hockenheim. Là, c'était Giusti. Et même, on a vu, voilà, entre samedi et dimanche, des progressions pour les deux pilotes. Gilter qui a fait un départ absolument canon le dimanche pour il partait 10e, il a fait toute la course en 6e position. Giusti, il avait fait 5e en qualification. Il a fait un dépassement qui au final ne donne que 2 points supplémentaires, mais c'est un dépassement sur Tuka Taponen, qui était quand même le grand favori, le grandissime favori même, voilà, au vu de ce qu'il a montré en Formule régionale Moyen-Orient. Voilà, c'est un dépassement qui certes ne fait gagner que 2 points, mais c'est un dépassement qui peut compter au niveau de la symbolique, qui peut compter au niveau de la dynamique. On a vu d'ailleurs, voilà, les deux pilotes qui sont déjà en train de travailler sur le prochain week-end qui sera à Zandvoort dans 2 semaines. Une piste où Evan et Alessandro ont déjà roulé. Alors Evan, il avait fait les 2 derniers meetings de Freca l'an passé à Zandvoort et à Hockenheim, donc il aura peut-être un petit avantage comparé à Spa où il découvrait entre guillemets, hein, il y a eu des journées de test, mais il découvrait la piste avec ses voitures. Donc voilà, il n'y a que du positif globalement. On va voir que c'est pas forcément le cas pour l'autre équipe française, RS Grand Prix, qui a été un peu plus dans le dur, mais voilà. ART qui montre qu'il y a une énorme progression par rapport à l'an passé. Je pense que le choix des pilotes doit forcément aider un peu, aider un peu, même si on voit que Laurens Van Oppen se débrouille plutôt pas mal quand même en Formule 3. On sent qu'il y a un gros step-up quand même avec les 2 derniers champions de France de Formule 4. D'ailleurs, c'est toujours assez drôle maintenant, seulement un peu. Et j'essaye de rester modéré dans mes propos, mais comment dire, oui, il y a toujours pas mal de critiques, autour de la F4 France, qui serait un championnat qui ne révélerait pas vraiment les pilotes, etc., que c'est beaucoup moins compétitif que la F4 espagnole, italienne, même britannique. Je vois souvent même britannique. Au final, bah, ça révèle Théo Pourchère, ça révèle Isaac Adjar, ça révèle Victor Martins. Voilà, Colette, Leclerc, Iwasa, Masson, Capieto, Hugh Barter, Alessandro Giusti et Van Gilter, donc, et aussi Enzo Peugeot. On va en reparler un petit peu après. Enzo Peugeot qui a fait taire des bouches, clairement, qui a fait un énorme week-end. Mais voilà, la F4 France, c'est une filière gigantesque. C'est une filière de réussite, d'excellence, et ça le prouve encore. Alors certes, c'est pas le week-end le plus flamboyant, il n'y a pas de podium, au final il n'y a pas de podium, mais j'ai envie de dire que c'est pas mal symbolique. Hein. Au final, Giusti marque 18 points, il marque 18 points sans compter qu'il y a eu une pénalité que j'ai toujours pas franchement compris. Il y a eu pas mal de pénalités après la course de samedi, des pénalités pour leaving the track and gaining an advantage, dont voilà, Giusti et Peugeot ont eu des pénalités pour ça. J'ai pas forcément compris pourquoi, car ça m'avait pas sauté aux yeux. Ça m'avait pas sauté aux yeux pendant la course, ça m'avait plus sauté aux yeux pour certains pilotes comme Camara, comme Badoer, mais eux n'ont rien eu. Stromstead et Niki Bora ont aussi eu des pénalités. Je sais pas trop d'où ça sort, hein, parce que moi vraiment, ça m'a
pas choqué. J'avais l'impression que les pénalités étaient un peu random. Je m'attendais vraiment pas à avoir des pénalités pour Giusti, Peugeot, Bora et Stromstead. Bon, écoutez, voilà, malgré ça, malgré ces pénalités, il y a quand même 18 points pour Giusti, 6 points pour Gilles qui reste en tête du championnat rookie et qui reste à la deuxième place, qui même accroît son avance sur les pilotes de derrière. On peut avoir des infos inside sur les pénalités ou bah j'avoue que voilà si alors est-ce que c'est lié au premier tour? Mais justement moi j'aurais été beaucoup plus tolérant quand tout le monde a un peu coupé les combes puisque bah enfin voilà, tu peux mettre ça en first lap incident. Par contre, il y a plein de gens qui ont coupé les combes après le premier tour qui sont absolument rien pris. J'ai pas, j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris pourquoi. Bon, voilà, c'est pas non plus si essentiel. Hein, voilà, ça fait perdre 2 points à Justice, ça fait perdre 2 points à Peugeot. De l'autre côté, voilà, ça a fait gagner un point à Enzo Deligny. Voilà, j'ai pas forcément compris. Camara qui double en coupant les comptes n'a pas été sanctionné. Alors, c'était pas vraiment enfin, il avait déjà complété son dépassement, j'imagine. Mais honnêtement, non, j'ai rafraîchi les documents des commissaires de course pendant un peu tout le week-end. Et franchement, c'était très surprenant de voir les pénalités pour Giusti, Peugeot, etc. Et pas pour Camara, qui me semblait assez évident. Voilà, après Camara, il a rendu tout le monde d'accord en faisant une sacrée masterclass quand même le dimanche. Donc voilà. Les commissaires voulaient faire entrer Ugo Chukwu dans les points, mais il fallait donner 1 minute de pénalité au top 10 pour ça. Ugo Chukwu, ça a été très 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 compliqué. Je fais un top flop hein, après. On passe à RS Grand Prix, qui passe deuxième au championnat équipe, qui passe devant Van Amersfoort Racing notamment. Il y a un podium pour Zachary David, c'est bien, mais et puis le rythme était là, notamment pour Tuka Taponen en qualification. Mais voilà, il y a eu des difficultés pour RS, je pense notamment en rythme de course sur la gestion de course, où les 3 pilotes RS, c'est vraiment ça qui était impressionnant, c'était pas quelque chose de pilote dépendant, mais Taponen, Deligny et Zachary David ont tous les 3 eu la même défaillance à peu près, où voilà, ils avaient une perte de rythme à la fin de la course. Ça a bien profité à Alessandro Giusti qui a passé Taponen pour la 4ème place le dimanche. Mais voilà, Enzo Deligny, il a fait 9ème et 8ème. Le samedi, c'était très positif puisqu'il partait que 15ème, il partait assez loin. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il galère avec les pneus. Au début, je pensais que c'était que Enzo Deligny, ce qui était normal car voilà, c'est le plus jeune pilote, etc. C'est le moins expérimenté. Mais là, c'était plus pour tout le monde. Et même en qualification, bah voilà, on n'a pas atteint les sommets de Hockenheim. RS, c'est normalement l'équipe, la seule équipe qui arrive à rivaliser avec avec Prema. Voilà, donc il y a Giggs qui dit peut-être un remake de 2022. Possible. Il y a eu quelques petits changements sur la voiture de Freka par rapport à l'an passé, notamment pour aider les pilotes féminines, mais je crois que ça se joue plus au niveau des suspensions, des ailerons ou ce genre de choses, pas tant au niveau des pneus, il me semble. Alors après voilà, est-ce que ça peut tout changer pour le reste, pour l'équilibre de la voiture, c'est pas impossible. Au moins David a sauvé les meubles avec un podium, ouais. Ouais, c'est ça, Zachary David a fait un podium, mais le dimanche, il était de nouveau la 3ème et dernière RS. J'ai vraiment l'impression que la hiérarchie que je prédisais lors des tests de pré-saison se confirme quand même pas mal. Même s'il y a des coups d'éclat, parfois il y a Deligny qui est devant, parfois Zachary David qui est devant, mais j'ai l'impression que c'est quand même Taponen, Deligny, Zachary David dans cet ordre-là. Donc voilà, pour en revenir à Enzo, bon apprentissage, il n'y a pas d'erreur, il y a des bons points le samedi, il évite les accrochages, etc. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'un petit podium, ça ferait du bien, j'avoue. Je serais pas contre un premier podium, mais bon, pour l'instant, voilà, il est 10ème au championnat. C'est plus, voilà, pour Air-Race, c'est plus pour Air-Race, j'ai un peu de doute. Écoutez, on va passer à Saint-Éloque et à la révélation. Ah ouais, on peut le dire, à la révélation du week-end. En tout cas, il l'est pour moi. Il l'est pour moi, en tout cas, Enzo Peugeot, qui s'il est présent dans le chat, je lui fais un coucou. Enzo Peugeot, où j'ai pu dire que au niveau des essais de pré-saison, ça avait été la Saint-Éloque
le pilote Saint-Éloque qu'on voyait un peu moins par rapport à Théophile Naël et Matteo De Palo. Mais voilà, là, Enzo Peugeot, il a fait fermer des bouches, clairement. Week-end excellent, week-end excellent, avec notamment en point d'orgue cette qualification le samedi sous la pluie où il éclate tout le monde. Waouh! Enfin, bravo, un grand bravo. Il a même mené la course pendant quelques mètres. Il a même mené la course pendant quelques mètres, mais voilà, il a été rattrapé par le virage des Combes. Au final, ça fait quand même une très belle 5e place, même si voilà, il y en a eu il y a eu des nouvelles pénalités. C'est le multiverse live. Il y a tous les pilotes français qui sont avec nous. C'est incroyable, hein. Tous les cracks. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a, c'est le bac là. C'est le bac, j'avais pas. Ce qui est bien pour eux, c'est que les trois pilotes sont assez proches. Ouais, non, pour Saint-Éloque, c'est franchement, les trois pilotes se tirent vers le haut. C'est très bien, c'est très homogène. C'est très homogène. J'ai fait du drift. Aïe aïe aïe. Bah écoutez, quand même, il y a cette image. Alors je sais pas, j'avais envie de. Ah, ça tire à balles réelles, hein, ça tire à balles réelles entre pilotes. Euh, comment dire, je sais, ouais, j'avais essayé de rechercher s'il y avait l'image de Enzo Peugeot qui est en tête d'une course de fricard pendant quelques mètres, mais j'ai pas pu le voir. Au pire, il y a des captures d'écran, mais voilà, il y avait quand même une très bonne 5e place. Après, au final, il y a eu des pénalités que j'ai pas trop compris sur le moment, j'ai pas trop compris ce qu'ont fumé les commissaires de course, mais voilà, ça a fait 6e à l'arrivée. Le lendemain, même avec une qualif un peu moins bonne, bah au final, ça fait quand même des points à nouveau. Vraiment, la Saint-Éloque semblait avoir un super équilibre ce week-end. Et voilà. Alors, alors Bella, malheureusement, t'arrives un peu tôt. T'arrives un peu tôt. Isaac Adjar en F1, je l'espère, mais on parlera de la F2 après. Là, pour l'instant, on est obligé de parler de la Freca vu on a un envahissement de pilotes. Les commissaires de course, dès qu'il faut mettre des pénalités aux pilotes non français, ils bégayent. Oui, après, il y a aussi Stromstad qui a une pénalité, j'ai pas trop compris. Il y a Niki Bora qui a une pénalité, j'ai pas trop compris. Mais donc la F2 on en parlera après, hein. La F2 on en parlera après, vous en faites pas, on en parlera juste après la Freca. Euh, donc voilà, très 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 surpris, donc il n'y a pas eu de... Ah ouais, ça taille sur l'écriture maintenant, on en est là quoi. Mais ouais d'ailleurs, qui a passé son bac là entre Enzo, Alessandro et Evan? Qui a passé son bac? Est-ce qu'il y a personne qui a passé le bac? Ou attendez, vous êtes des 2005? Enfin, Enzo est en 2005, Alessandro et Evan sont des 2006. Donc, Enzo, t'es censé être en... Attendez. Oui, non, c'est ça. C'est ça, oui, d'accord. Vous êtes... Enfin, Alessandro et Evan sont en terminale. Oula, n'en parlons pas. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Bah, tout le meilleur, en tout cas. Tout le meilleur pour cette fin d'année. Enfin, cette fin d'année scolaire bien chargée. Scolaire ou universitaire. Aïe, 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 il va falloir taffer, hein. Il va falloir taffer. Vous êtes pas si jeune, ça va. Bah, c'est vrai, enfin... Ouais, voilà, Enzo, c'est en 2005, il l'a eu l'année dernière. Ok, très bien. Bah, félicitations. Félicitations, ok. Félicitations et bon courage, bon courage à vous deux. Je pense que je ferai comme d'hab mon tweet traditionnel pour essayer de voir quels sont les pilotes qui passent le bac et souhaiter bon courage. Donc ouais, ça va être la génération des 2006, donc ouais, pas mal de pilotes nés en 2006 qui vont passer le bac. Force à eux, force à eux. Pendant ce temps, il y a les 2009 qui vont passer le brevet. En 2009, on n'a pas grand monde en pilote français en dehors de Lisa Billard, Alexandre Munoz et voilà. Voilà. 2009 c'est une génération un peu moins faste, j'ai l'impression, en pilote français. Je me tromperai peut-être à l'avenir. Bon, écoutez, vu que ça parle d'Ugo Chukwu dans le chat, je suis obligé d'en parler dans les flops. Weissenberger, c'est un 2008, Paco.
Euh, Parmi les flops, voilà, je suis obligé d'en parler. Hugo Chukwu, qui est à des années-lumière de Rafael Camara, et qui est même très loin derrière James Wharton, qui est irrégulier, certes, qui a des accidents, qui a eu d'ailleurs un gros crash au sommet du Rédillon en qualification sous la pluie. Mais Hugo Chukwu, alors je sais, enfin, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon en qualification. En course, enfin, alors c'est pas bon en qualification, mais voilà, il y a eu du mieux en qualification le dimanche, où il partait sur la deuxième ligne, si je ne dis pas de bêtises, et puis là, il cale. Là, il est loin, quoi. Il est loin au Gochuku. Après, voilà, sa chance, c'est que voilà, la deuxième place, c'est pas non plus si lointaine que ça. Donc voilà, ça peut se gommer sur 8 meetings, mais pour l'instant, c'est un zéro pointé. C'est un zéro pointé. Et ça justifie absolument pas qu'il y ait toute la hype autour d'Ugo Gochuku. Tu penses que McLaren le fera monter en F3 quoi qu'il arrive? Ça m'étonnerait même pas. Ah mais écoutez, alors je sais pas si Alessandro et Evan pourront me confirmer ou pas, je ne pense pas, mais j'ai entendu qu'il pourrait être en lice pour potentiellement une pige, car en F3 durant l'année, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pilotes qui seront suspendus. Martin Stenson sera suspendu à Silverstone chez Hightech et Nicolas Tsolov sera suspendu chez ART à Spa. Voilà, j'ai entendu du Hugo Chukwu, je sais pas à quel point c'est fiable ou pas, je ne l'espère pas parce que ça serait absolument pas mérité, mais bon, mais voilà, de toute façon c'est un pilote qui est blindé de thunes. Ah bah voilà, bon, je pense que le message d'Evan veut dire ce qu'il veut dire, mais enfin j'ai aussi entendu peut-être voilà, avec des grosses pincettes, c'est pas du tout ultra vérifié, mais j'ai entendu aussi que on pourra avoir un Français en lice pour remplacer Tsolov, un certain Adrien David. Voilà, vous avez, enfin voilà, on a notre marronnier, voilà, il revient à tous les lives. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas à quel point c'est fiable ou pas. Honnêtement, moi je préférerais largement plus et je dis pas ça parce qu'ils sont dans le live, mais Evan et Alessandro, ça serait plus logique. Enfin, je dirais celui qui est le mieux dans le classement. Enfin, non, et Percy, tu nous as mis une clim là. Bah ouais, enfin, parce que moi, ça me paraissait ultra logique que ça soit ou Evan ou Alessandro pour préparer 2025, pour préparer une montée en F3, puisque voilà, ça paraît logique que Evan et Alessandro montent l'an prochain. Et là, bah, j'ai entendu du Adrien David, qui est certes excellent, qui mérite 100 fois sa place en F3, mais bah, le train est passé plusieurs fois. Ah, Nitram, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Tu utilises un français pour remplacer Tsoloff et tu nous sors Adrien David. Bah, c'est pas ma faute. C'est ce que j'ai entendu. Après, voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Let's go devoir s'abonner à Canal pour les suivre en F3. Bah oui, hein, parce que c'est vrai que la fréca c'est bien pratique pour ça, de tout suivre sur YouTube, mais il y a un moment, quand les pilotes deviennent grands, faut s'abonner à Canal, hein. Faut s'abonner à Canal ou alors suivre les lives, suivre mes lives React, mais c'est avec le live timing, quoi. Donc voilà, pour en revenir à Hugo Chukwu, voilà, 2 week-ends 0 pointé. Van Amersfoort qui avait été un peu l'un des gros buzz de la saison, enfin du week-end d'Hockenheim, qui avait le rythme en qualif mais qui en course ne l'avait pas. Ça a un peu descendu, c'était vraiment pas la bataille pour le podium. Et en plus, il y a eu cette manœuvre d'Ivan Dominguez absolument légendaire dans la ligne droite de Kemmel pour défendre sur Roman Bilinski. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction des commissaires pendant 4 heures, quoi. Enfin, pendant, non, peut-être pas 4 heures, mais voilà, 2-3 heures. Il n'y a rien eu. Genre, on n'avait même pas, ou en tout cas, voilà, il n'y avait pas de message affiché qui disait machin, voiture 89 sous enquête. Non. Genre, il avait mis Bilinski totalement hors course. On n'en a pas parlé. Voilà, bon, au final, la décision est arrivée. Mais ça aurait pu être dangereux dans le sens où il y avait Théophile qui essaye de le dépasser après, qui a fini par le dépasser d'ailleurs. Il a fait une Deligny. Bah alors, c'est vrai que le move est très similaire à la défense que Enzo Deligny avait fait à Barcelone, en F4 espagnol, etc. On s'en souvient. Mais quand même, il y a beaucoup plus de circonstances atténuantes pour Enzo Deligny, qui était quand même beaucoup plus jeune, et surtout,
c'était au premier tour, c'était au départ un first lap incident. Enfin, vous savez ce que je pense des first lap incidents. Voilà, là c'était vraiment de sang-froid quoi. C'était un peu de sang-froid, donc bon, au final drive-through, donc même pénalité que pour Enzo Deligny. Euh, donc voilà, très surpris parce que après j'ai pas tant suivi la F4 italienne dans les années où Dominguez avait été là, mais ça m'avait pas choqué qu'il faisait des manœuvres comme ça, donc bon, on va voir parce que en attendant il reste bien placé. Voilà, voilà exactement. Neil qui a tout compris. First lap incident, sauf pour Adjar à Melbourne, exactement. Dans les tops, évidemment, on va pas trop s'apesantir là-dessus, parce que c'est pas forcément des pilotes qu'on connaît beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent que je parle de la F2. Dans les tops, évidemment, Noah Stromsted et RPM, son équipe qui a vraiment fait un bond en avant sur ce week-end. Roman Bilinski qui a enfin fait sa première pole position en FRECA sur sa 3e année à 20 ans. Il était temps que ça arrive, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a eu cette première pole position, un podium. Et Marta Garcia, très bonne surprise. Alors malheureusement, Jérém Labaz n'est pas présent avec nous. Le fan numéro 1 de Marta Garcia n'est pas présent avec nous. Mais voilà, très très compétitive le dimanche notamment, où elle a fait un top 15 ou 15e ou 16e. Malheureusement, voilà, face à Dorian Pin, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, Dorian Pin a été en difficulté sur tout le week-end. Elle a eu la grippe, c'est pour ça qu'elle a déclaré forfait. C'est pour ça qu'elle a déclaré forfait et pour la course de dimanche. Et c'est à la course de dimanche que Marta Garcia a fait sa meilleure perf. Ah, Homero, t'es dur! T'es dur. Félicitations à Marta Garcia pour son week-end qu'il a fait remonter au classement et s'intercaler entre Lord Maschio et Rui Liu. Attends, je vérifie le classement pour voir si tu dis pas... Purée, c'est vrai en plus, mince. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas super vendeur. Mais en attendant, voilà, il y avait une bonne course. Voilà, il y avait une bonne course. Et c'est plus que... Et sur cette course, on a beaucoup plus vu les Iron Dams que sur les 3 autres courses avec Martha et Dorian. Donc voilà. Voilà, un point positif, il y a de la progression, faut le souligner. On a vu une pilote féminine à l'écran, chose qu'on n'a pas vue avec Dorian ou avec Lena Buller pour l'instant sur les 4 premières courses. Sans vouloir paraître irrespectueux, avoir 20 ans en FRECA, ça sert à quoi? En soi, c'est pas cata, hein. C'est pas cata. Victor Martins, quand il a eu son titre en Formule Renault, il avait 19 ans. Ça va. Enfin, c'est pas non plus dramatique. C'est pas non plus dramatique. Par contre, Marta Garcia, voilà, Marta Garcia, elle a déjà, ou les Buller, elles ont déjà. Non, Marta Garcia, elle a mon âge, c'est une 2000, donc elle a 23 ans ou 24. Lena Buller, elle a 26 ans, je crois 26 ans. Trop habitué à avoir des trop jeunes. Bah, il y a des limites. Il y a des limites. Genre, franchement, les 23, 25, ça paraît beaucoup trop vieux pour de la fréca. 23 ans, ça y est, c'est la retraite, le papy. Ouais, je suis vieux. Bah, surtout quand je parle à des pilotes là qui passent le bac. Ouais, ouais, je suis vieux. Hein, je suis vieux. Euh, Après, oui, trop habitué à avoir des trop jeunes parce que, en fait, on a toujours comme prisme le fait que pour aller en F1, il faut arriver jeune, quoi. Il faut arriver jeune, mais pour des gens qui veulent faire des carrières de pilote pro en GT, en endurance, etc. Bah, avoir 23 ans en FRECA, c'est pas non plus, enfin, avoir 20 ans en FRECA, c'est pas du tout scandaleux. 23 ans, j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Euh, 26, c'est autant que Verstappen et Leclerc. Bah ouais. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est tous les trois, Verstappen, Leclerc et Buller, je crois que c'est tous les trois des 97. C'est dur de le dire comme ça, mais... Quand je vois des gars qui ont 16 ans en F3 ou même pour faire 17 ans en F2, je trouve ça fou. Ouais, après, tant que le niveau est là, j'ai envie de dire, voilà, moi tu me parles pas d'âge, comme dirait l'autre. Moi tu me parles pas d'âge, tu me parles que de niveau. Euh, Franchement, ça performe. Pour Cher, il a performé à 17 ans en F2. Antonelli, on va y revenir, mais il a fait un très bon week-end à Monaco. Il fait un bon début de saison. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Et j'ai l'impression que ça monte en puissance. J'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait à Monaco. On va y revenir sur la F2. Mais donc voilà, on voit tout sur le prisme de la F1 en mode, voilà, il faut être à 20 ans,
enfin 20 ans max en F1, 19, enfin je sais pas, voilà, 18 en F2, 16 en F3, 15 en F4, etc. Mais en soi, il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps pour arriver à maturité, et c'est normal, quoi. Enfin, c'est normal. T'as regardé les 500 miles? Absolument pas. Enfin, absolument pas. Enfin, j'ai vu les classements, j'ai vu que Romain Grosjean a fini la course pour une fois, donc c'est sympa. Et j'ai vu le dernier tour, évidemment, la bataille entre Newgarden et Howard. Écoutez, est-ce qu'on ferme ce chapitre Freca? Est-ce que les pilotes Freca présents parmi nous sont OK pour qu'on ferme, pour qu'on ferme le chapitre Freca? Si oui, on va passer à la Formule 2. Et la Formule 2, évidemment, voilà. Dis ça aux haters de Pourchère qui l'ont détruit quand il a gagné la F2 à 20 ans. Ouais, non, mais de toute façon, Pourchère, il a toujours eu des haters. C'est incroyable. Franchement, si je voulais être rémunéré sur Twitter, je ne ferais que des tweets sur Théo Pourchère. Je serais millionnaire. C'est exceptionnel. J'ai juste fait un tweet pour dire on se rend pas compte que ouais, gagner une course principale de F2 à Monaco à 17 ans, on a tellement banalisé ça et tout, machin. Mais alors, les débats que ça a lancé sur Twitter, enfin vous allez me dire après Twitter c'est Twitter, mais exceptionnel. Ce gars, il a dû tuer des familles, je pense. Enfin, les gens lui en veulent et le détestent du plus profond de leur cœur. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais bon, le gars a tellement zéro talent que McLaren le signe pour l'IndyCar. Mais bon, voilà, il ne mérite absolument rien. C'est sûrement pour ça que McLaren le signe. Alors c'est vrai, dans l'académie Red Bull, il montait direct en F1 en 2022, ouais. Sur Twitter, t'as pas que le haut du panier. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, enfin, je me concentre pas sur le négatif. Hein. Dès qu'il y a dès que ça sort les insultes, je bloque très rapidement. C'est personnel, ouais. Pour Cher, c'est un peu comme Ocon. C'est ouais. J'aurais tendance à dire que c'est assez similaire. J'ai assez similaire. Il y a beaucoup de gens qui les détestent et je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors forcément, bon, on va pas trop parler du cas Alpine. On fera peut-être un live sur la F1, sur la situation au mercato, ça peut être sympa, mais et c'est pas un délit de nationalité puisque pour Adjar, pour Martins, pour Gasly, t'as pas cette haine qu'il y a pour Ocon ou pour Pourchaire. J'ai du mal à comprendre ce qui rassemble Ocon et Pourchaire. Non, Isaac, il a pas autant de haters. Isaac Adjar, il a clairement pas autant de haters. Non, vous rendez pas compte. Ou alors, c'est des racistes qui traînent sur Facebook et qui disent qu'il est pas français. Honnêtement, sinon, moi, je vois très très peu de haters de Isaac. Hein. Martin se commence à manger un peu, mais ça c'est avec... Tant que c'est lié aux performances, je suis ok. Enfin, je suis ok pour le comprendre. Tant qu'il y a quelque chose de constructif un peu derrière, pour Cher et Ocon, complètement sur le subreddit Feeder Series qui n'est pas lié, hein, qui n'est pas lié à notre site Feeder Series, ça désingue tous les Français, même Samy. Bon, après il y a du French bashing un peu constant, mais genre par exemple, enfin si je vois pour les pilotes de Freca, genre Gilter, Giusti, même Deligny, malgré ce qui s'est passé l'an dernier, euh, j'ai pas euh, j'ai pas l'impression qu'ils sont spécialement détestés ou haïs. Alors que bon, pour Deligny, c'est vrai qu'il y a quand même eu une action qui aurait pu expliquer, mais l'attitude doit jouer. S'il était britannique et qu'il s'appelait Théo Pourchaire, il se ferait acclamer. Ouais, non, probablement. Enfin, surtout, voilà, je comprends pas pourquoi Théo Pourchaire se fait tellement descendre alors que Oli Berman fait des performances moins bonnes sur sa deuxième année de F2. Et lui, pas de souci, tout le monde le voit en F1, mais bon, on va en reparler, voilà, la F2, F3, donc voilà, on a déjà fait la Freca, la F2, F3 à Monaco, il y a eu déjà pas mal, enfin voilà, c'était un week-end un peu ennuyeux niveau course, mais voilà, avec des enseignements, surtout au niveau des tendances, au niveau des performances de chacun. Ocon parce que tête à claque et pour cher parce que vendu comme un crack, puis au final un peu décevant par la suite. Les gens n'aiment pas ceux qui sont vendus comme des cracks, j'ai l'impression. Un peu comme la haine envers Antonelli, parfois qui spam surcoté. Après, c'est mon avis, ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens pour Antonelli qui attendent que de le voir tomber. Parce que il y a eu de la hype autour derrière et voilà. On parle du vol. Alors oui, on va parler du vol, évidemment. Euh, Quand tu vois les gens acclamer Douane, Lundgaard, Ilott, Vips et pas Théo, tu devines vite, ouais.
Et c'est vrai qu'Ocon a eu le malheur d'avoir des coéquipiers hispaniques. Et la communauté hispanique est très très intense sur les réseaux sociaux pour rester poli. On a le classement de la Formule 2 avec un nouveau leader au championnat, c'est le très 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 régulier Paul Aron. Aucun abandon, presque tout le temps dans les points. Et voilà, avec un énième podium, je crois qu'il voilà, 5e podium, et qui prend la tête du championnat pour 2 petits points face à Isaac Hadjar. Voilà, sensationnel, sensationnel à Monaco. Devant Zen Maloney qui a été défaillant. Voilà, 2e week-end d'affilée où il est en deçà de ses performances du début de saison et du coup logiquement il perd la tête du championnat. Ensuite on a Denis Auger, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli qui remonte. Enfin vous allez voir, moi en tout cas je suis très content. Ça va peut-être pas faire l'unanimité, mais voilà, Antonelli 6e, Zach O'Sullivan qui remonte 7e avec sa victoire, avec son braquage à Monaco. Colapinto, Kouchmaini, Fittipaldi, Crawford, bah c'est bien qu'ils soient sur Wikipédia puisque j'avais oublié qu'ils existaient. Pepe Marty, Oli Berman qui remonte 13e, Richard Verchor, le grand malchanceux, le poleman malchanceux, tué par Mechachrome encore une fois. Rito Momiyata, Josh Ursen, Amaury Cordil, Juan Manuel Correa, Roman Stanek et 20e. 20e seulement, Victor Martins. On va en parler. 21e, Barnard avec sa première victoire en course sprint. Très sympa pour lui, enfin très cool pour lui après sa disqualification pour infraction technique à Imola. Et 22e, Raphaël Villagomez. On commence à avoir des choses normales en fin de classement avec Villagomez. Dernier. Hadjar, il a un joli momentum, faut qu'il sorte dessus. Ouais, j'ai trop le seum pour Isaac. 3 victoires d'affilée, ça aurait été fou. Bah, je pense qu'on n'aurait pas vu ça depuis Oscar Piastri. Honnêtement, j'ai envie de dire, enfin voilà, je le disais, mais voilà, faut avoir du recul. Ce qui compte vraiment, c'est la perf quoi. On en parle que le dernier du classement a déjà 8 points. Quelle loterie cette saison. Bah, je pense aussi ça joue que on a un championnat de F2 très 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 compétitif. Et aussi le fait que les top teams sont un peu à la ramasse comme Prema et RT, et le fait que bah voilà, les petites équipes habituelles arrivent à jouer devant. Ça fait que voilà, tout est un peu relancé, plus il y a les courses à grille inversée qui entrent là-dedans. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez habituel de voir inhabituel pardon, de voir un dernier du championnat avec 8 points. Écoutez, je préfère commencer par le négatif tout de suite. Victor Martins qui est donc 20e au championnat. Qui avait commencé son week-end sur les chapeaux de roue, meilleur temps en essai libre sous la pluie, meilleur temps de son groupe en qualification, vu que son groupe avait été le plus lent, ça avait été du coup, il partait 2e, donc il partait 9e et 2e des 2 courses. Course sprint, départ complètement manqué, il se crache au premier virage car il est pris dans des incidents de course entre les 2 Dams qui se tapent et Pepe Marty qui essaye d'éviter un peu le tout, c'est assez confus à Sainte-Dévote. Il abandonne, on se dit c'est pas grave, il y a la course principale le lendemain, où il part 2e, où il y a moyen de marquer des gros points, et à nouveau un départ complètement manqué. Et c'est la fin de sa course à ce moment-là, en fait. C'est la fin de sa course à ce moment-là, puisqu'il se retrouve très loin. Derrière, Zach O'Sullivan qui partait pourtant 15e. Voilà, il y a une stratégie décalée, une stratégie osée, de s'arrêter vraiment tout à la fin, tout à la fin. Sauf que voilà, Victor Martins, malheureusement, il n'a pas la réussite avec lui sur ce début de saison. Quand tout pourrait aller bien, voilà, il y a toujours quelque chose qui vient contre lui. Et là, c'est très 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 compliqué là. C'est très compliqué. Voilà, il s'arrête au stand un tour trop tôt. Et voilà, ceci dit, pour un tour, il finissait P2. Non, même pas honnêtement. Car en fait, le problème, et c'est limite ce qui est le plus problématique en fait dans le week-end, c'est qu'il se fait mettre une petite pilule quand même par Zach O'Sullivan surtout sur la dernière partie du relais avant l'arrêt au stand. Il est juste plus lent que Zach O'Sullivan. Et ça, j'ai vraiment du mal à expliquer. Où est passé notre Victor si conquérant de l'an passé, le meilleur rookie, le 5e au championnat, celui qui a fait 10 podiums.
Voilà, là, ouais, là, il est trop frustré. Alors, je sais pas si, oui, forcément, bah forcément, il y a de la frustration quand, selon toute vraisemblance, tu joues le titre et qu'au final, tu te retrouves 20e du championnat. Évidemment que t'es frustré, c'est logique, mais avec Zeland 4 qui dit c'est finito, là, j'ai l'impression, je vois pas comment il peut inverser la tendance, en tout cas pas au point de faire une grosse remontée au championnat. Je pense qu'il peut inverser la tendance, je pense même qu'il peut finir avec des victoires, etc. Faut pas oublier quand même que Victor Martins, l'an passé, il avait été au fond du trou aussi à Monaco. Mais c'était pas pareil, puisque le rythme était là, c'est juste qu'il y avait des crashs, il y avait des petites erreurs, des disqualifications, des commissaires qui avaient failli se faire faucher, bref, il y avait pas mal de petites choses, mais on sentait que le rythme pur, il était là. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour moi, sa place est dans le contexte, tu peux pas te permettre de faire cette erreur au départ. Bah, surtout cette erreur deux fois, quoi. Cette erreur deux fois. Et puis voilà. Bon, alors, évidemment, ça fait. euh, il arrive à. Je crois, oui, il arrive à avoir quelques points au final quand même, mais son coéquipier profite de la Virtual Safety Car et fait la victoire. C'est dur. Enfin, c'est dur car puisque voilà, c'est Zach O'Sullivan qui ramène le sourire à ART, c'est Zach O'Sullivan qui ramène la première victoire de la saison à ART qui fait quitter la dernière place puisque ART occupait la dernière place dimanche matin au championnat. Et c'est dingue. Enfin, c'est complètement dingue. Donc là, j'imagine même pas ce qui doit se passer dans la tête de Victor, mais ouais, c'est vraiment bizarre cette différence de niveau par rapport à l'an dernier. Je pense que malheureusement il est dans une spirale négative et que il y a des mauvais résultats et que du coup il tente de surconduire, peut-être de surpiloter, je sais pas, et que ça ne marche pas malheureusement. Mais le triple header jusqu'à Silverstone sera le juge de paix. S'il est toujours à 70-80 points de la tête, je le vois pas dans le top 3 final. Mais voilà, enfin de toute façon, voilà, pour moi la seule condition pour que Victor vise la F1, et a priori, voilà, ça brûle, hein, Ocon va partir de Alpine à la fin d'année, si ce n'est avant, va y avoir une place qui va se libérer, c'est si frustrant, puisque voilà, c'est sûr que si Victor faisait la saison que Isaac Hadjar fait actuellement, c'est lui qu'on verrait en F1. C'est lui qu'on verrait en F1. Alors, certes, ART n'aide pas, mais là, c'est pas une question de ART, c'est une question de face à ton coéquipier, qui est ton premier rival, qui est ton point de comparaison. Ton coéquipier est rookie. Vu les rumeurs, même sur le Canada, ça fait peur. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. C'est juste les médias anglais qui font n'importe quoi. Et si Alpine décide de remplacer Ocon pour le Canada, PTDR, enfin c'est la pire équipe. C'est la pire équipe de tous les temps. Pire gestion, pire. Bref. Je vois pas comment c'est possible. Bref. Le baquet Alpine, il sera pour Schumacher. Bah, c'est pas impossible, du coup. Hein. Et ça serait logique. Un numéro 2 avec Gasly en tête du projet, comme nouvelle face du projet Famin, du nouveau projet Alpine, quand Ocon, c'était la tête du projet Laurent Rossi. Et voilà. Je préfère Douane que Schumacher 100 fois. Ah bon? Ah bon? Ah moi, je préfère Schumacher, moi. Enfin, je préfère Schumacher dans le sens où Schumacher, sa deuxième saison chez As, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Il battait Magnussen, hein, sur la deuxième moitié de saison. Euh, et voilà, enfin très bon palmarès, très bon. Enfin, alors que Douane, honnêtement, c'est pas enthousiasmant. C'est pas enthousiasmant. Enfin, c'est vraiment un Piastri version Wish, quoi. C'est un Piastri version Wish, hein, Douane. Au moins, ça redonne du crédit à l'Académie Alpine. Et en termes de talent, juge Douane meilleur aussi. Bah, alors oui, ça redonne du crédit à l'Académie Alpine, mais. Enfin, genre, t'as vu passer des pilotes comme. Ouais, comme Oscar Piastri, tu le fais pas titulariser, au final, tu te retrouves avec un Douane. C'est nul, c'est nul. Au moins, Schumacher, voilà, t'as le nom, t'as le marché allemand potentiellement, t'as. Je suis désolé, un très bon niveau de performance. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il avait montré sur la deuxième saison. Douane, je suis tellement pas convaincu. Je suis tellement pas convaincu. Très irrégulier. Enfin, avant la F2, Douane, il avait rien montré. Il avait montré très peu de choses. Il avait montré très peu de choses. Et Douane, en plus, qui sortira d'une année avec zéro course,
honnêtement, je préfère très largement un Mick Schumacher. Mais je me rends compte hein, que ça fait, en le disant que ça fait pas, c'est pas très vendeur, mais bon, voilà. Donc écoutez, malheureusement, voilà, vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'on parle, on parle de Schumacher, on parle de Douane, on parle absolument pas de Victor Martins. Et ça, voilà, si Victor faisait la saison que fait Isaac actuellement, bah, ça serait l'évidence Victor Martins. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas d'évidence. Et voilà. Je mets Nicolas Lacorté perso. Ça se tient. Ça se tient. Je pense que même tu peux aller jusqu'à Kabir Anourag dans l'Alpine Academy. Il y a du très très bon talent. Hein. Il y a du très très bon talent. Donc voilà, maintenant pour Victor, on va continuer à le soutenir. On va continuer à le soutenir évidemment. On va rester derrière lui et voilà, espérer qu'il trouve un déclic. Ouais, il faut espérer qu'il trouve un déclic. Et voilà, le mois qui vient là, c'est 100% mort sa saison selon toi. Moi je le vois pas revenir d'un coup. Ça dépend ce qu'on vise. Pour la F1, honnêtement, maintenant, je trouve ça mort. Puisque pour moi, c'est seulement s'il y a un titre de champion de F2 qu'il peut viser la F1. Non, donc je vais pas dire que c'est mort, mais c'est en coma, quoi. Enfin, c'est très très loin, quoi. Pour moi, Douane sera mieux dans le projet avec Gasly en leader, un jeune rookie excellent pour l'accompagner issu de l'académie qui aura testé pendant une saison entière. Famin loue son travail au simulateur, perso ce serait mon choix aussi. Ouais, non, mais a priori, c'est vrai qu'il a l'air de faire du bon travail en interne, etc. Mais c'est pas super vendeur. Je suis d'accord que Schumacher, c'est pas super vendeur non plus. Mais bon. Ah mince. Attendez, je prends un appel très rapide. Oui, allô? Oui. On est de retour. Putain, ouais, la Bruno Famin, il était pas content là. Il disait. Donc, du coup, ouais, Alpine, c'est génial. Ah non, ouais, ou c'est Nicolas Martins qui m'a appelé. euh... Ai-je bien entendu Helmut Marko qui t'a annoncé Adjar chez Red Bull? Bon, bah désolé de détruire, de détruire tout ça, mais bon, c'était juste mon costume pour mon mariage. C'est juste les gens du costume, le tailleur qui m'a appelé, c'est tout. C'est tout, y a pas de truc croustillant. En vrai, c'est quasiment le plus accessible. Attendez, voilà, j'ai loupé quelques messages. Fabien parle régulièrement de Schumacher, ouais, il parle beaucoup de Schumacher et Douane surtout. Tu vas faire les commentaires de la F1 sur Canal. Oh, si ça avait été un appel de Canal, j'aurais décroché aussi. Hein, merci beaucoup Neil. Merci. Costume de quoi? Bah non, costume de mariage prévu en septembre. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne serai pas à Barcelone ou je ne serai pas en train de faire un live de Freka le 28-29 septembre. Il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live, les enfants. Merci beaucoup en tout cas. Par contre, si la Formule E arrête sa com catastrophique, ça pourrait être bien pour Martin. On voit d'autres jeunes comme Barnard y aller aussi, par exemple. Ouais, non, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Percy fera la fête, exactement. Non, ça va être génial, ça va être génial. Bon, bref, mais oui, pour Martins maintenant, on peut jamais dire non pour la F1, on peut jamais dire non, mais il faut le titre. Pour l'instant, il en est très loin. Voilà, il faut surtout qu'on arrive à retrouver le Victor de l'an dernier. Et je dis le Victor de l'an dernier, mais c'est aussi le Victor de 2022, le Victor de 2021, de 2020, de 2019, de 2018, de 2017. Bref, qu'on retrouve Victor Martins. Donc, j'espère vraiment qu'on aura du mieux très rapidement pour Victor. Malheureusement ou heureusement, je sais pas à quel point c'est bien pour lui ou pas. Puisque peut-être qu'il va ruminer pendant 4 semaines et je sais pas. Mais voilà, ce double header de Imola-Monaco a été un échec, faut le dire. Et là, on va enchaîner avec Barcelone ensuite, et ça va nous lancer jusqu'à Silverstone, jusqu'à la pause estivale globalement.
Donc voilà, j'espère que ça peut relancer quelque chose. En soi, Douane, il fait troisième de F2 dans sa deuxième saison à 20 ans, c'est pas dégueu du tout. Ouais, ouais. Mais en fait, ça me dérange que Douane ait sa chance, et pas Théo Pourchère, et pas Frédéric Vesti, et pas Ayumu Iwasa, et pas... Enfin, voilà, c'est un pilote de F2 qui mérite sa place en F1, je suis d'accord. Mais en fait, les places sont tellement chères maintenant que je vois pas pourquoi lui la mériterait tant que ça. Ça, c'est le jeu des académies. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est le jeu des académies. Mais bon, dans l'Alpine Academy, purée, normalement, ça devrait être pour Victor, quoi. Ça devrait être pour Victor. Je suis un peu dégoûté, évidemment. Est-ce que ce serait pas plus pertinent de mettre un Schumacher et puis t'attends peut-être 1 ou 2 ans et tu mets Gabriel Emini, qui sera peut-être arrivé à maturité d'ici là? Je sais pas. Enfin, ça peut être. Je sais pas. Pour moi, voilà, c'est un prospect plus intéressant au sein de l'Alpine Academy, en tout cas. Est-ce qu'on sait pourquoi il a raté ses départs, problème mécanique ou 100% de sa faute? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de. Je crois pas qu'il y ait eu de communication vraiment officielle. Donc malheureusement, je pense que c'est comme Antonelli à Imola qui avait loupé ses départs, hein. Si, voilà, si j'ai dit une bêtise, je n'hésiterai pas à le dire sur Twitter. C'est le désert, hein, là, un peu l'Académie alpine. Bah, vous pouvez pas dire ça. Donc bon, il y a Victor Martins, même s'il passe une phase compliquée. Il y a Gabriel Emini. Il y a bon, Kin Nakamura Berta qui est en F3. Euh, les départs ont l'air galères cette année comme Antonelli. Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment un pilote sur un week-end qui galère, comme Antonelli à Imola, comme Martins à Monaco. Je sais pas vraiment si. Sauf que Mini a pas assez prouvé pour faire ce move. Non, pour l'instant, il n'a pas assez prouvé, mais peut-être que dans 2 ans, ça sera légitime. Donc, pour l'instant, en solution de réserve, d'attente, un Schumacher, ça me paraîtrait justifié. Ah bon, écoutez, je pense qu'on fera un live. On fera un live sur le mercato F1, puisque il n'y a pas de formule de promotion qui arrive vraiment ce week-end, hormis la GB3, la F4 italienne. Bon, bref, c'est pas des choses qu'on suit d'extrêmement près, enfin que je suis d'extrêmement près. Ça peut être intéressant, vu qu'il y a la Freca dans 2 semaines, il y a un petit trou. Ça peut être sympa de faire un petit live spécial Mercato F1 où on va pouvoir parler un peu de tous ces pilotes-là qui gravitent autour de certains sièges F1. Et parmi les pilotes qui gravitent autour des sièges F1, on a Isaac Hadjar qui nous a encore régalé, qui a fait comme il a fait tout le temps au début de saison. Il a été irréprochable. Il a été irréprochable. 5e week-end d'affilée où il est irréprochable. C'est génial, faut juste qu'il continue comme ça, faut juste qu'il continue comme ça. Alors évidemment, il n'y a pas cette victoire, il n'y a pas ces 25 points, mais je vais pas dire qu'on s'en fiche, puisque même s'il avait eu cette victoire, il serait en tête du championnat, etc. Mais honnêtement, il a fait 5 week-ends de ultra haute volée. Un avis sur la radio, bah c'est la radio d'un pilote frustré qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui avait le sentiment qu'il avait la victoire à Monaco, qu'il avait cette troisième victoire d'affilée en course principale, ce qui est du jamais vu depuis Oscar Piastri, si je dis pas de bêtises. C'est normal voilà, c'est normal d'être très en colère. Il s'est excusé après coup, mais voilà, on sait que Isaac Hadjar c'est un pilote plein. Enfin voilà, c'est un pilote dont le caractère est sa plus grande force. Ça peut être parfois une faiblesse parfois, mais voilà, il a exactement. Je suis 100% d'accord avec Neil. Il a tellement la personnalité pour être alors adoré en F1, je ne sais pas, mais enfin quelqu'un qui est pas lisse. Pour moi, vraiment, Isaac Hadjar, c'est un pilote qui, et je le dis depuis des années, hein, depuis que je le suis en Formule régionale, en Formule 4, voilà, c'est un pilote qui laisse personne indifférent, qui est un pilote tranché, voilà, c'est un pilote pas lisse. Il y a des gens qui vont le détester. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Isaac Hadjar, mais moi personnellement, j'adore quand il y a ces caractères qui ressortent un peu. Caractères, hein, voilà, de gens avec des émotions, de gens, voilà, un peu showman, etc. Ça fait plaisir. Parfois, il y en a certains qui vont dire que c'est à la limite de l'arrogance, mais pour des sportifs de haut niveau, je trouve que c'est très bien. Quand Tsunoda parle fort à la radio, les gens l'insultent. Ça dépend, hein. Ça dépend, non? Il y en a qui disent ah c'est rigolo, il insulte des gens à la radio, etc. Non, franchement ça dépend. Caractère de français, bah oui, mais
Enfin, sur le fond, je suis assez d'accord, mais après, il n'y a pas. Enfin, Gasly, Ocon, Pourchaire, Martins, ils n'ont pas des caractères comme ça. Franchement, des caractères comme ça, je pense pas qu'on en ait beaucoup, et ça, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Oui, enfin, attention, tout ça, plusieurs fois, c'était des insultes totalement gratuites. Oui, non. Isaac n'est pas tombé dans ça, tombé dans ça non plus. Mauvais perdant, mauvais gagnant, le français originel. Bon, écoutez, voilà. Mais en tout cas, donc évidemment, il y a cette radio qui a fait réagir, mais c'est même par cette radio, il a montré. Ah, c'est vrai que Vergne, ça pourrait s'assimiler un peu à ça, mais en beaucoup plus édulcoré. Mais Vergne, pourquoi pas, ouais. Sa tronche sur le podium, bah évidemment, il tirait la gueule, mais voilà, c'est ça, c'est cette haine de la non-victoire. Bon, alors Buemi, ça c'est un cas à part, mais il est suisse. Son côté algérien, peut-être. Peut-être que ça joue aussi, mais en tout cas, c'est un côté aussi pas mal français. Hein. C'est quelque chose que partagent les deux pays, je pense. Hein. Bon, voilà, donc la victoire, elle était pour lui. On est tous d'accord là-dessus. Il a lâché Paul Aron dans les derniers tours. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Mais voilà, il y a ces aléas. Il y a ces aléas qui peuvent arriver dans le sport auto. Il y a un Joshua Durksen qui ne regarde pas dans ses rétros et qui fait n'importe quoi. Ça arrive. Ça arrive. Et donc voilà, Virtual Safety Car. Et donc voilà, Itakadja, deuxième. Mais voilà, le cinquième, enfin c'est le cinquième week-end d'affilée où il est irréprochable. Voilà, les victoires, j'ai envie de dire, c'est limite secondaire. Il met une claque absolue à son coéquipier, rookie certes, Pepe Marty, qui est en train de devenir complètement anonyme, enfin, voire même pas anonyme, mais qui commence à faire des contre-performances. Euh, Adjar prend totalement le dessus, c'est super, il faut continuer comme ça. Euh, voilà, ça va. C'est pas évident qu'il ait un siège en F1, puisque voilà, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Perez, Ricardo, Tsunoda pourraient rester. Personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Mais voilà, il va falloir le chercher ce siège. Il va vraiment falloir le chercher. Déjà, je suis vraiment en train de penser que Adjar, au fil de la saison, il est en train de passer devant Liam Lawson dans la hiérarchie des pilotes Red Bull. Maintenant, il faut essayer de passer devant un Ricardo, devant un Perez. Il faut essayer de passer devant ces pilotes-là qui sont en difficulté en F1. Donc il faut que ce qui s'est passé à Monaco, il faut que ça continue comme ça, à Imola, à Monaco, qu'Isaac Adjar continue les performances en F2 et que, bah, dans le même temps, c'est horrible à dire d'être contre des pilotes, mais voilà, que Perez et Ricardo, puisque c'est surtout eux les pilotes en danger, enchaînent les contre-performances ou les non-performances, puisque Ricardo, actuellement, il fait pas des contre-performances non plus, c'est juste qu'il est anonyme. Si Adjar fait top 2 au championnat, il passera devant Lawson. Ah oui, oui, très probablement, parce que même si il fait deuxième dans une Campos, Lawson, je crois il a fait troisième. Il a fait troisième en 2022. Il a battu Logan Sargent d'un point. Logan Sargent qui était rookie en plus. Merci beaucoup à Kevin 9 pour le follow. Donc oui, il avait fait troisième. J'avais peur que Campos fasse comme la saison dernière en faisant 2 premiers week-ends de haut niveau, mais là ça tient vraiment bien. Ouais, c'était l'une des peurs que j'avais, mais bon, là voilà, on est parti sur la saison européenne. Et en fait, voilà, que ça soit qualif, que ça soit course, il est toujours là, quoi. Il répond toujours présent. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de... Voilà, rien à redire, c'est génial. Et en plus, c'est vrai, voilà, Lawson, il mettait quasiment tous ses points sur les sprints. Il n'a aucune victoire en course principale, Liam Lawson. Alors que, bah, voilà, Isaac Adjar, il en a déjà 2. Il aurait dû en avoir une troisième, mais bref, voilà, on refait pas l'histoire. Il l'a mérité, en tout cas, cette troisième, et voilà. Petite question, une autre équipe peut le prendre en F1, Isaac? Oui, Red Bull. Voilà, je n'y crois pas personnellement, mais oui, honnêtement, oui. Après, en fait, surtout, en fait, plus si il y a un départ de Verstappen. S'il y a un départ de Verstappen, je pense vraiment que Red Bull pourrait le tenter. Je pense vraiment que Red Bull pourrait le tenter. Mais et oui, on n'a même pas parlé de ces réflexes de complètement fous, ces réflexes complètement fous au tunnel pour éviter la voiture au ralenti de Ritomo Miyata. Je suis vol, je me renseigne quand même. Bah, à chercher, enfin, à voir encore comment évolue la saison, mais
Je pense vraiment que Isaac, s'il continue comme ça, encore une fois, ira en F1 dans le clan Red Bull. Moi, je me renseignerais plus pour aller chercher un Paul Aron qui a en plus des liens avec Mercedes, etc. Ça peut être intéressant. Les déclats de Horner et Marco à Monaco me rendent pessimiste. On va le faire, ce live Mercato F1, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais je pense que voilà, il est encore tôt. Il est encore tôt dans la saison et je pense que voilà, le clan Red Bull va avoir des assurances sur toute la saison. Alors je dis pas sur toute la saison, puisque la saison de F2 finit en décembre, mais voilà, au moins jusqu'à Bakou, qui est en septembre, il faut continuer comme ça. Il faut vraiment continuer comme ça. Pérez qui signe 2 ans, ça me semble mérité. Ouais. Non, non, franchement, je suis pas... Enfin... Alors oui, j'ai vu comme vous les rumeurs comme quoi Pérez pourrait rester. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Red Bull, ils sont en train de perdre le championnat constructeur à cause de Pérez. Pérez, même si c'est pas totalement de sa faute, c'est même a priori plutôt de la faute de Magnussen, il y a un crash à 3 millions de dollars, enfin à 2-3 millions de dollars, qui va impacter le développement, qui va faire que du coup, voilà, je pense franchement, je vois pas comment Pérez peut rester honnêtement. Je vois pas comment... Le clan Red Bull parle de confirmer Pérez, Ricciardo, Tsunoda parce qu'on est encore tôt dans la saison. Je vois pas comment c'est possible. Mais j'ai vu les rumeurs, hein. J'ai vu les rumeurs. C'est faute de mieux Pérez selon eux, mais bon, par exemple, Sainz c'est mieux. Ouais, Sainz serait mieux, mais Sainz il pourrait titiller Verstappen. Ça, si... Surtout si... Ouais, en plus, Pérez qui aurait demandé 2 ans de contrat, bref. Tu vois qui à la place de Pérez parce que Horner déteste Tsunoda. C'est vrai que le plus logique ça aurait été Tsunoda. Moi, sinon, j'aurais bien mis un Sainz, hein. J'aurais bien mis un Sainz, mais peut-être un peu trop proche de Verstappen, mais faut voir ce que Red Bull veut. Si Red Bull veut des titres, voilà, Red Bull a besoin de 2 pilotes de très très haut niveau. Pérez c'est un pilote de haut niveau, mais voilà, enfin, il n'a plus aucune confiance. Hein. Il se fait éliminer en Q1. Il se fait éliminer en Q1 à Monaco. Enfin, si, franchement, il y a un monde où Red Bull n'a pas le titre constructeur, et je pense qu'on peut être dans ce monde-là. S'il n'y a pas le titre, je vois pas comment. Oui, Red Bull, historiquement, ils veulent le titre pilote, c'est vrai. Ils veulent le titre pilote, mais... Quand même, quand même. Je pense surtout, voilà, s'il y a un départ, et ça, on n'en parle plus trop, mais s'il y a un départ de Verstappen chez Mercedes, je peux totalement comprendre pourquoi ils veulent essayer de garder Pérez. Hein. Parce qu'on n'en parle plus trop, mais voilà, Verstappen, il peut totalement partir de chez Red Bull. Hein. Surtout si Red Bull commence à perdre sa domination. Voilà. Tu penses qui peut sortir du giron Red Bull pour... Ouais, s'il gagne la F2... Écoutez, je pense... Le plus logique, ce serait Ricciardo. Parce que si Ricciardo, il monte pas chez Red Bull, ça veut dire qu'il n'y a aucun plan pour lui, en fait. Normalement, Racing Bulls, Visa Cacha Racing Bulls, AlphaTauri, Scuderia, AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, c'est pour former les futurs pilotes de Red Bull. Voilà, donc le plus logique dans un monde fonctionnel, il devrait y avoir Lawson et Hadjar dans cette équipe. Malheureusement, on sait que ça va être dur qu'il y ait 2 places. Et s'il n'y a qu'une place, il faut que Hadjar passe devant Lawson et je pense que c'est en bonne voie. Ricciardo, ça y est, il faut qu'il parte là, il est nulle part le gars. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a eu une course sprint à Miami où il a été très bon. C'est tout. Donc voilà, surtout... voilà, il y a cette dernière phrase que j'ai bien aimé écrire, voilà, sur le PowerPoint. S'il continue comme ça, Isaac Hadjar, il est en train de faire ce que Piastri a réussi à faire, ce que Théo Pourchaire n'a pas réussi à faire. Donc, je le redis, pour moi, Théo Pourchaire méritait 100 fois la F1, mais il n'a jamais réussi à se rendre indiscutable. Et là, Isaac, par ses performances, par son état d'esprit, etc., il commence à se rendre indiscutable pour la F1. Et voilà. Donc il faut juste continuer comme ça, et ça ira en F1. Ça ira en F1. Et puis oui, de toute façon, il y aura des séances d'essais libres. Hein. Il y aura des séances d'essais libres qu'il fera, à la fois avec Red Bull, à la fois avec Racing Bulls. Il en fera des séances d'essais libres, ça c'est sûr. Et il est dans une académie compétente. Voilà, il n'y a aucune raison de garder Ricciardo, qui a en plus un gros salaire,
qui est vieillissant, qui apporte pas grand chose. Franchement, Adjar, même voilà, niveau communication, je suis sûr que Adjar il peut apporter peut-être vraiment pas mal, hein, peut-être pas autant que Ricciardo, mais voilà, énormément, énormément. Perso, je vois Ocon et Tsunoda libres sur le marché, Jenson qui parle à Bottas et Sainz. Alors en tant que fan Williams, je suis pas ultra heureux. Bah si, en tant que fan Williams, du coup, tu dois être content que des pilotes comme ça soient, non, soient en contact. Voilà, on a déjà parlé d'ART, mais voilà, la stratégie a été absolument super. Évidemment, c'est circonstanciel cette victoire d'ART. C'est circonstanciel parce que y a, voilà, y a cette virtual safety car qui arrive au bon moment, mais le rythme pur de Zaco Sullivan était meilleur que celui de Victor Martins. Il était très bon, il pouvait avoir un top 5, un podium peut-être même, sans virtual safety car. Évidemment, voilà, cette stratégie elle a été aidée par deux éléments. Richard Verschoor qui a fait un bouchon phénoménal, et Franco Colapinto qui a aussi fait un bouchon phénoménal au niveau de la 4e, 5e place. Grâce à ça, Zaco Sullivan, il a pu s'échapper. Il a pu s'échapper, et puis voilà, cette virtual safety car, voilà, béni des dieux, et qui lance peut-être la saison d'ART. J'ai vu l'interview de Sébastien Philippe, le directeur d'ART, qui disait qu'il était assez optimiste, assez confiant sur la suite de la saison, que ça pouvait faire office de déclic, etc. Mais voilà, j'ai quand même pas l'impression qu'on soit encore au rythme des meilleures équipes. Et les meilleures équipes pour l'instant, c'est Invicta, c'est Hightech, c'est Campos, c'est Rodin. Pour l'instant, j'ai du mal à voir ça. Après, je peux comprendre que au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'ambiance, ne plus être à la dernière place du championnat, ne plus avoir 0 podium, je peux comprendre. Colapinto, c'est pas un bouchon qu'il a fait, il a ruiné la course de tout le monde. Ah ouais, non mais c'est exceptionnel, hein. Exceptionnel. Mais oui, il a fait sa course, mais je me demande comment il a réussi à se qualifier aussi haut, quoi. Donc voilà, félicitations quand même à Zaco Sullivan, félicitations à Hard Grand Prix, qui ont, voilà, ils ont été super opportunistes. On peut pas leur tomber dessus. On peut tomber sur Joshua Durksen qui, voilà, qui fait cette erreur de débutant, qui fait cette erreur d'inattention totale. Je comprends pas trop, mais voilà, félicitations à lui, félicitations à eux. Isaac Adjar avait un meilleur rythme, on va pas y revenir, mais voilà. Dans les tops, et ça, voilà, dans les tops, pour moi, il y a clairement Andrea, Kimi, Antonelli. Alors certes, c'est pas du niveau de Théo Pourchère qui avait gagné à Monaco en F2 à 17 ans. Antonelli est en F2, il a 17 ans. Je suis persuadé que voilà, avec une séance d'essai libre normale, passée sur le sec, où il aurait vraiment appris la piste, appris les conditions en vue des qualifs et des courses qui se sont passées sur le sec, il aurait pu jouer beaucoup plus haut. Kimi Antonelli, il découvrait le circuit de Monaco, comme Rito Momiata, d'ailleurs on a bien vu ce que ça a donné pour Rito Momiata tout le week-end. Voilà, son rythme était dingue, il a passé malheureusement pour lui quasiment toute la course derrière Franco Colapinto qui le bloquait totalement, mais le rythme était là, malheureusement il se fait totalement avoir sur la stratégie, et alors qu'il explose Berman sur tout le week-end, bah, Berman finit devant lui grâce à la stratégie, à cause de Colapinto. Mais oui, voilà, il s'est fait coincer par Colapinto, mais sur n'importe quel autre circuit, Antonelli aurait déposé l'Argentin. Donc le rythme, voilà, le rythme en course était super intéressant. Enfin voilà, on sentait que le potentiel était là. Malheureusement, on n'a pas pu le voir vraiment. Mais vraiment, il m'a fait une très bonne impression, aucune erreur. Et voilà, encore une fois meilleur que Berman. Ah, Manguin qui nous dit Miyata il se fait mécachrome depuis le début de la saison à Skip. Bon, c'est sûr que ça n'excuse pas tout, mais voilà, intéressant. Intéressant, j'ai pas entendu de choses particulières à ce sujet, mais intéressant. Je poserai des questions aux spécialistes F2 de Feeder Series. Paul Aron, évidemment, c'est encore une fois un top. Assurance Touriste, encore un podium. Bortoletto qui confirme après Imola. Barnard, je suis très content pour lui après sa disqualification à Imola. Donc évidemment, sa victoire en course sprint est circonstancielle puisque voilà, une grille inversée à Monaco, ça n'a pas beaucoup de sens. Évidemment que le 10e en qualif est l'ultra favori pour la victoire. Mais voilà,
Très très content. C'est sur le Twitter anglophone que j'ai trouvé ça. Bon, ok, bah, je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de me renseigner. C'est marrant parce que Aaron en fréquent il me donnait l'impression d'être rapide mais irrégulier selon les week-ends. Alors, je me rappelle plus c'était quelle saison, mais puisque il y avait 2021 où il avait été super régulier mais très peu de victoires, et il y avait 2022 où il y avait des hauts très hauts et des bas très bas. Il n'avait pas été qualifié à Monaco, justement, Paul Aron, je m'en rappelle, en Freca à Monaco. Il n'avait pas été qualifié pour les courses tellement il avait été loin. Bon, il y avait eu un problème bizarre de suspension, je pense, de mémoire. Et il y avait aussi eu... et il y avait des victoires dans le même temps. Donc il avait eu 2 saisons où il avait fini 3e au championnat, 3e en 2021, 3e en 2022. Et voilà, ça avait été super régulier la première année, et la deuxième année, c'était les montagnes russes pour au final le même classement final. Il a une carrière en forme de promotion assez bizarre, Paul Aron, on va pas se le cacher. Verschoor, voilà, bon, évidemment, Paulman, Paulman exceptionnel, malchanceux avec le problème moteur. Bonjour Mechachrome, encore une fois. Et Juan Manuel Correa, on peut en parler aussi, qui pour Dams a été l'un des grands gagnants de la stratégie de s'arrêter ultra tardivement. Mais dans les flops, bon, Colapinto on en a parlé, le bouchon argentin, le bouchon de Buenos Aires, qui a été, vraiment ça a été très frustrant. Après voilà, il a fait sa course, mais c'était extrêmement frustrant. On en a parlé quand on a évoqué le classement. Kouchmaini, Enzo Fittipaldi, Jack Crawford, 3 pilotes qui avaient fait un bon début de saison, même un très bon début de saison, et qui ont disparu depuis le retour en Europe, complètement disparu. Alors évidemment, je sors plus ce que je disais en début d'année, où je disais que si Kouchmaini avait ses 40 points de super licence, et puisqu'on rappelle qu'il fait partie de l'Alpine Academy, et que voilà, s'il avait ses 40 points, Kouchmaini irait en F1. Bon, bah là ça va être compliqué du coup. Ritomo Miyata, alors du coup, que c'est compliqué, mais je vais essayer de me renseigner sur les histoires de moteur. Pepe Marty, compliqué aussi, très compliqué, avec notamment un crash aussi. Il commence à vraiment prendre le bouillon. Il prend le bouillon face à Isaac Adjar, alors que j'avais peur que ça soit l'inverse, que dans l'équipe espagnole Campos, qui est la maison de Pepe Marty depuis la F4, j'avais peur que Pepe Marty ait beaucoup plus de... se sente vraiment à la maison, et Isaac Adjar un peu comme un étranger. Au final, bah voilà, Isaac Adjar, il se sent très à l'aise dans sa nouvelle maison. Et pour Pepe Marty, c'est un peu surprenant, puisqu'à Bahreïn, il avait été très bon. On rappelle qu'il avait fait un podium sur la première course, donc... Et Crawford va avoir son test F1, au fait, t'as vu, ouais, avec l'Aston Martin. Et Drugo, il va se faire voir. Bah, l'Académie Aston Martin, de toute façon, c'est juste pour... L'Académie Aston Martin, de toute façon, elle est juste là pour offrir des séances d'essai libre 1 aux rookies, hein, c'est tout. Voilà, Zayn Maloney, on est obligé de sortir le carton jaune. Deuxième week-end d'affilée où c'est brouillon. Il y a cette course... c'était la course, oui, la course sprint, où voilà, il se tape un peu avec tout le monde. Il provoque le drapeau rouge. Enfin, il provoque. Oui et non. En coopération avec Enzo Fittipaldi, il provoque le drapeau rouge. Et voilà, et Joshua Dirksen, bon évidemment, voilà, cette action qui a mené à la virtual safety car. Voilà pour la F2, on va passer rapidement sur la F3, et au final, bon, ça va aller un peu rapidement. Mais Crawford et Dams, ils sont morts ou quoi? Bah, un peu. Malheureusement, Dams, alors, Dams, j'entends pas forcément beaucoup de positifs sur l'équipe Dams. On avait pu le voir, notamment, ça avait été très criant lors à Melbourne, quand Crawford s'était craché, où il y avait eu, les caméras avaient laissé traîner leurs oreilles, et voilà, ça avait été très critique envers Jack Crawford. Voilà, j'entends dire qu'il n'y a pas une super ambiance en interne, j'entends dire qu'il y aurait peut-être des difficultés financières, etc. Je sais pas à quel point c'est vrai, honnêtement. Ça me surprendrait beaucoup quelque part, puisque Charles Pic a quand même racheté ça il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, et il a insufflé une toute nouvelle dynamique. Mais voilà, il y a ce line-up Crawford-Correa qui est pas le plus séduisant sur le papier.
Ouais, il se croit déjà arrivé, lui. Dommage, la saison dernière était vraiment pas dégueu de leur part. Bah, la saison dernière, justement, j'avais déjà été un peu déçu parce qu'il n'y avait pas cette progression par rapport à 2022. Voilà, il y avait cette phrase. Crawford, il fait une fois P1 et depuis, il fait que des conneries. Voilà, ça avait fait parler, évidemment. On sent pas que ça vit super bien et au vu des performances, on peut comprendre pourquoi ça vit super bien. C'est pour ça. J'étais content de voir Juan Manuel Correa faire un top 5, déjà pour lui, parce que c'est un pilote qui, évidemment, qui a une histoire de vie assez particulière avec le crash avec Antoine Hubert. Mais voilà, pour le reste, Dams, c'est morose. C'est vraiment morose l'ambiance. Euh, voilà, on va voir ce que l'avenir donne. Mais je pense qu'il y a aussi Red Bull de base. Ils voulaient placer leur pilote chez Dams. Et un peu au dernier moment, ça avait été, ils avaient fait ça ils ont placé leur pilote, Isaac Adjar et PV Marty, chez Campos. Voilà. Bon, écoutez, on va passer. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Il reste encore 9 week-ends. Il reste encore. Correa est en F2 cette saison. Mais oui, en F2 cette saison. Et puis, franchement, il a fait une bonne course. Il a fait un bon week-end à Monaco. Enfin, vraiment, la stratégie a été pour lui, etc. Qui sont ces pilotes invisibles? Ouais, les pilotes d'AMS depuis quelques week-ends, on les voit pas trop. Mais oui, Correa en plus a eu un début de saison assez compliqué. Mais c'est vrai que oui, il y a des pilotes dont on n'entend absolument pas. Enfin, ouais, Enzo Fittipaldi qui a pas marqué de points depuis Melbourne, enfin depuis Jeddah, du coup, depuis sa victoire à Jeddah. J'ai quasiment oublié sa victoire à Jeddah, pour être honnête. Ça paraît si loin maintenant, Jeddah. Donc, premier degré, j'avais même pas capté qu'il était là. Aïe, aïe. Que c'est dur, que c'est dur. Bon, écoutez, on s'approche petit à petit de la fin du live. On passe sur la Formule 3 avec un nouveau prince, enfin un nouveau prince, non au final, le même prince que l'an dernier, Gabriel Emini, qui s'est encore imposé dans les rues de Monaco pour la deuxième fois d'affilée. Écoutez, Gabriel Emini a juste été au-dessus du lot, comme l'an dernier, et il prend la tête du championnat avec 4 points d'avance sur Browning. Fornaroli et Beganovic suivent d'assez près. On a ensuite le premier rookie Arvid Lindblad en 5ème position devant Goethe Tramnitz Mektounif, notre français malheureusement qui a été assez malchanceux en qualif et en course. Christian Mansell et Van Eupen, les deux pilotes ART devant Boya et Soloff. Ramos, Leon, Montoya, Stenson, Wurz, Lauck, grosse révélation du week-end, Stuka, Dunn, Bedrin et Max Esterson. Ce sont les 22 pilotes à avoir marqué des points, mais voilà, le pilote, évidemment, phare du week-end, c'est Gabriel Emini. Bah, ça va aller très vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les courses de F3 n'ont pas été très riches en action, hormis quand il y a eu des accidents. Mais voilà, il a été sensationnel. Et soudain, voilà, sa saison, on a un nouveau regard dessus, puisque on rappelle que sur les 3 premiers week-ends, sur les 6 premières courses, il avait été tout le temps dans les points, mais il n'y avait pas cette étincelle, il n'y avait pas ce truc en plus. Il y avait des points, il y avait des podiums, certes, mais il était jamais vraiment en lice, sérieusement pour la victoire. Et là, bam, Monaco, tchac. Leader du championnat, vainqueur à Monaco, encore. Voilà, c'est plus la même chose. Maintenant, il va falloir confirmer sur la suite. Voilà, on arrive, on va venir sur le cas Nicolas Tsolov. Au final, après Imola, certains rookies s'étaient remis dans la bataille au titre. Et au final, après Monaco, on a toujours le même top 4 de redoublants favoris, c'est-à-dire Mini, Beganovic, Fornaroli, Browning, enfin dans l'ordre que vous voulez, qui reprennent un peu le large, qui ont marqué des gros points sur les deux courses. Et les rookies ont été plus en difficulté, sauf Arvid Lindblad. Sur la 3ème préma, qui... le Benjamin du championnat, on le rappelle, hein, il a toujours 16 ans. C'est un 2007, hein, mais il a toujours 16 ans, je crois. 4ème de la course principale. Donc voilà, encore de très bons points. Il est un petit peu à distance du quatuor de tête, mais quand même. Et voilà, il y a un pilote qui a fait un bon samedi avec une victoire en course sprint, c'est-à-dire Nicolas Tsolov. Je pensais qu'il s'appelait Arvid. J'ai dit quoi? Attends, imaginons Arvid Lind. Attendez, il y a un truc que j'ai dû louper. Mais oui, un pilote le plus jeune du championnat, hein, Arvid Lindblad. Je parle le Benjamin.
Le Benjamin Harvey Lindblad, en effet. Donc voilà, la course sprint aura offert quelques heures de répit à Nicolas Tsoloff. Nicolas Tsoloff qui a très rapidement refait n'importe quoi sur la course principale, en provoquant, enfin en se crachant avec Mari Boya et en provoquant l'abandon de Sami Mektounif. Nicolas, on en a marre en fait, on en a marre, enfin il n'y a plus de patience maintenant. La victoire en course sprint, évidemment elle est là, mais c'est surtout parce qu'il fait 12e, et enfin 6e de son groupe, enfin du groupe le plus lent, qui fait 12e et que du coup il part en pôle pour la course à gré inversée. Mais sinon, Nicolas, c'est quand tu montres que t'es talentueux. Franchement, ça me fait mal, puisque c'est vraiment un pilote que j'aimais bien de base. Il y a le permis de 12 points ou quelque chose de similaire en feeder series, je crois, oui. Je crois, oui, mais ils sont encore plus laxistes qu'en F1. Donc, en vrai, la victoire est donnée quand tu fais P6 de ton groupe de qualif. Non, mais c'est ça. Franchement, les grilles inversées à Monaco, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc une victoire gratuite, c'est bien pour lui, mais j'espérais après cette victoire que ça le remette dans un cercle vertueux. Pas du tout, il a tout explosé dimanche. Et voilà, bon, c'est un pilote qui sera suspendu à Spa-Francorchamps pour des questions administratives. C'est un pilote qui provoque des crashs. C'est un pilote qui se fait dominer par Christian Mansell et Laurens Van Eupen en interne chez ART. Il monte en F2 l'année pro où il fait sa 67e saison dosée. C'est sa deuxième saison. Et surtout, on rappelle que c'est l'un des pilotes, c'est peut-être même le deuxième pilote le plus jeune du championnat, malgré le fait qu'il soit redoublant. Il est né en décembre 2006, si je dis pas de bêtises. Il est né en décembre 2006, c'est l'un des plus jeunes. Il est monté trop rapidement. En F3. J'avais espoir vraiment qu'il passe un cap sur cette année, mais là, non. Non. Bon, il y a cette victoire en course sprint, ça lui fait des bons points. Et il est toujours chez Alpine, car Papy Alonso continue d'aligner le chèque, d'aligner les chèques, mais honnêtement, je ne pense pas que déjà, Alonso était très très proche de virer Tsoloff, de ne plus soutenir Tsoloff à la fin de l'année dernière. Mais il y avait eu des petites choses sympas, il y avait une progression, il y avait eu quelques points de marqués en F3, il y avait eu des podiums en Eurocup 3. Donc il y avait des prémices de promesses. Et donc Alonso était reparti pour une deuxième saison, mais là honnêtement avec une saison pareille, si ça continue comme ça, je vois pas comment il peut monter en F2, et encore plus avec le soutien d'Alonso ou d'Alpine, quoi. Il soutient beaucoup d'autres pilotes, le Fernand. Oh que oui. Ah oui, non, je ne les compte plus. Il y a un moment, je les connaissais tous. Alors, il a soutenu Novalak, mais depuis qu'il est parti en endurance, je pense qu'il n'y a plus Novalak dedans. Mais il y a Bortoleto, il y a Pepe Marti. C'est surtout ça, les pilotes les plus talentueux. Ouais, et Cardenas, il a arrêté, ouais. Assez surprenant, mais Andrés Cardenas, ouais, il a arrêté. Mais donc surtout Bortoleto et Pepe Marti qui sont en F2. J'avais en tête pour Mini. Non, Gabriel Mini, c'est Nicolas Todd, c'est All Road Management. Donc voilà. Mektounif, malheureusement, malchanceux, parce que voilà, il est dans le groupe de qualif où il y a un drapeau rouge et où voilà, enfin il est un peu piégé et du coup il fait le 7ème temps de son groupe. C'est terrible, puisque du coup voilà, il est à la porte de cette grille inversée, de profiter de la grille inversée, et au final il y joue tout le temps à la lisière du top 10. Et il y a Nicolas Tsoloff qui lui abrège son week-end prématurément. Voilà, pas de chance. Vous me fumez à tenter les arrobas de tout le monde, mais en plus Samy, je sais qu'il regarde. Je sais qu'il regarde parfois, surtout Percy VOD, je sais que il a regardé plusieurs vidéos de la chaîne, donc on sait jamais. On sait jamais. Oui, doser. Je pense pas que Maxou il va faire un petit passage sur mon live. Santiago Ramos, ouais, on l'a absolument pas vu. Ce week-end. Mais voilà, il n'y a pas eu que des flops, il y a eu des tops aussi. Joseph Loke en fait partie. Excellent week-end du pilote britannique de Rodin. Évidemment, il profite des qualifications un peu particulières. Évidemment, il y a tout ça. Mais voilà, il a été solide. Il a même fait des dépassements de temps en temps. Et à Monaco, c'est à souligner. Des dépassements sans se cracher. N'est-ce pas, Tsoloff?
Donc voilà, bravo à lui, Marie Boyac a marqué des bons points, Art Grand Prix qui a été vraiment très bon, qui a été opportuniste surtout, en profitant, en fait les qualifs ont été parfaites, ils ont pu placer Christian Mansell, meilleur temps du groupe, donc parti deuxième et donc fini deuxième en course principale, et Zoloff et Van Oppen sur le podium de la course sprint. Donc un énorme week-end pour ART qui est actuellement 3e au championnat équipe, donc ça remonte pour ART. En vrai, Laux, c'est lui qui a le plus tenté devant. Ouais, non, franchement, c'était rafraîchissant. C'était aussi cool de voir Rodin un peu mieux, puisqu'on sait que Rodin en F3, c'est pas ça du tout. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants. L'Africa, bon, évidemment, il y a des pilotes qui n'ont pas pu prendre part à la course. Non, tout le monde a pu prendre part à la course. Au final, les 30 pilotes ont été autorisés à prendre part à la course. Écoutez, l'Africa, bah du coup, sous le pressing intense d'Evan Gilter, Alessandro Giusti et Enzo Peugeot, on l'a déjà faite. Donc on s'approche vraiment de la toute fin du live. Un petit mot voilà, sur la F4 britannique, Degen Fairclough qui est toujours en tête du championnat, Abby Pulling qui a marqué des points, le pilote Mercedes Junior Yuan Pukui qui a fait sa première victoire lors de la course à grille inversée. Malheureusement c'est toujours compliqué pour Léo Robinson, le pilote algérien qui a du mal pour l'instant à se distinguer. Début de saison un peu compliqué pour Léo. Ella Lloyd a de nouveau marqué des points, la pilote galloise qui fait sa première saison en F4. Et évidemment, il y a la baston. Voilà, très bon résumé d'Homero. Il y a eu la baston entre deux pilotes, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais ça a dû bien animer le paddock, entre Bart Harrison, que vous voyez voilà, disqualifié pour les 3 courses du week-end, qui s'est fait insulter par Mika Abraham, ce pilote sud-africain, vainqueur un peu plus tôt cette année. Donc Mika Abrahams, enfin, évidemment il y a eu une embrouille en piste avant. Mika Abrahams a insulté Bart Harrison. Bart Harrison a trouvé très malin de répondre par les points. Bah c'est pas très malin. Du coup bagarre, du coup disqualification de tout le week-end et en plus suspension de sa licence pour au moins 2 semaines. Voilà. C'est la F4 qu'on aime, ça. C'est la F4 qu'on aime. Tuto comment niquer sa carrière, ouais. T'as vu le move d'assassin de Harrison sur Abrams? Alors, j'ai pas vu le move de base. J'ai pas vu l'action en piste de base. On les invitera pas un coucou en intelligence. Ouais, bah après, voilà, c'est les pilotes de F4. C'est sanguin, hein, les pilotes de F4. Hein. Ça, c'est ma F4. Ah, clairement, franchement, c'est la F4 bien profonde qu'on aime, ça. Hein. Un petit mot sur le karting. Il y avait le championnat de France de FFSA Junior, enfin la 3e manche sur 5 qui se passait dans les Vosges. Sur le circuit de Mirecourt, Jules Avril a été impérial. Il a été le meilleur sur la finale, mais moi, il y a vraiment deux rookies, moi, qui m'intéressent vraiment tout particulièrement. Matteo Rivals, né en 2011, et Théo Polican, né en 2012, qui sont vraiment 2 pilotes extrêmement rapides qui vont être intéressants à suivre. Dis-moi que Jules est né en avril. Je crois pas. Je crois pas, malheureusement. Je connais pas encore les dates de naissance des pilotes de karting par cœur. J'avoue que les dates de naissance des pilotes de monoplace français, je les connais. Mais alors, Jules Avril, 14 ans. Et non, 17 février. 17 février, désolé. C'est de la famille à Jérôme Polican. Oh, j'ai jamais fait le lien. Attendez, je sais pas du tout si c'est de la même famille. Mais en tout cas, si c'est de la même famille, bah... Ouais, Jérôme Polican, patron d'équipe et père de 2 pilotes. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, c'est son fils. Ah, j'avais jamais tilté. Bah, merci beaucoup, Kevin Neuf, pour avoir remarqué ça. Et d'ailleurs, il y a sa grande sœur, enfin, donc la fille de Jérôme Polican, Lola Polican, qui est aussi en Ligier JS Cup France. Bah écoutez, je ne savais absolument pas. On apprend tous les jours. Marchand était là, ouais, Maël Le Marchand était là. Il est toujours en tête du championnat, mais on l'a pas trop vu ce week-end. Voilà, il y a les prochaines manches qui sont prévues début juin à Varennes-sur-Allier. Je crois que c'est dans 2 semaines. Si vous êtes en Auvergne et que vous passez par là, écoutez, voilà. Et surtout la finale en Normandie à Anneville. Qui est le week-end du 6-7 juillet. Je vais essayer d'être sur place.
puisque voilà, c'est la relève de la relève de la relève qui arrive. Voilà, vraiment c'est les générations 2010, 2011, 2012, c'est très 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 jeune évidemment. Et en même temps, à Anneville, ce week-end-là, il y aura la finale du championnat de France mini. Donc là, c'est vraiment des pilotes nés en 2012, 2013, 2014, voire même 2015. C'est ahurissant, mais voilà, j'essaierai d'être à Anneville, je suis pas encore sûr, mais bah écoute Homero, si tu es là, on se croisera, et puis ça vaut pour tout le monde, hein. Si on se croise sur des circuits, n'hésitez surtout pas à venir, hein, à venir me voir, ou à venir en DM si on peut se voir, c'est toujours un plaisir. En parlant de karting, Ramakers a commenté le Grand Prix de Monaco en mode kids, comme le fait Sky Sports aussi, c'est trop drôle. Ah, j'avais pas du tout entendu parler, c'est trop chouette. Très très chouette. Ramakers, énorme talent international en karting dont on entendra parler en F4 assez rapidement. Écoutez, voilà. Pour la semaine à venir, enfin pour le week-end à venir, il y a la GB3 à Spa-Francorchamps, troisième manche de la saison, et la F4 italienne à Imola. Voilà, pas de live sur, enfin voilà, on va suivre ça d'assez loin. S'il y a des choses particulières, j'en parlerai notamment sur Twitter. Freddy Slater toujours aussi dominant, bah écoutez, pour l'instant le premier week-end, avait été très impressionnant, voilà, pour Freddy Slater avec cette triple victoire. GB3, mais ils annoncent encore beaucoup de pluie. Purée, mais il pleut tout le temps à Spa, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, en espérant que tout se passe bien, tout s'est bien passé. Au final, il n'y a pas eu tant de pluie que ça en Freca à Spa, donc c'est bien. Il n'y a pas eu de nouveaux drames ou de choses comme ça. Le plus gros crash, c'était James Wharton en qualification, Aurédillon tout seul. Donc voilà, on va voir, on suivra ça sur Twitter. Et écoutez, voilà, comme en France, il pleut tout le temps. Ouais, non, t'inquiète, là, il y a juste des nuages là en ce moment. À Nitram, je me parais un peu biaisé. J'ai l'impression qu'il y a des pilotes plus belges qui aiment plus, voilà. En F4 espagnol, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de belges, quoi. C'est un peu tôt pour dire ça, mais je vois vraiment Slater faire le jump l'an prochain. Le jump où? En Freca ou en F3 direct? Parce que je pense que la question, elle va être là, hein. Je pense que la question, elle va être là. Écoutez, je pense qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Vous m'avez presque fait oublier que j'étais malade et complètement enrhumé. Alors merci à vous. Ouais, F3, moi je le vois faire le step F3. Avec peut-être des pigeons en Freca dès la fin d'année, je sais pas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. J'ai parlé d'un live Mercato F1. Je sais pas quand ça viendra. Peut-être le week. Non, ce week-end, je peux pas. Je vais chercher mon costume de mariage, justement. Voilà, peut-être à la fin de la semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard en juin, je ne sais pas exactement. Mais voilà, voilà, le Mercato F1, c'est évidemment l'une des choses qui m'intéresse le plus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Portez-vous bien, si vous êtes malade comme moi, soignez-vous bien. Et voilà, à très bientôt sur Twitter, sur Insta Video Series, YouTube, PercyVOD, TikTok et sur Twitch, bien évidemment. Allez, très bonne semaine, très bonne soirée à vous tous. Salut, bonne soirée.